Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs et téléspectateurs, bonjour. Monsieur le ministre, vous êtes les bienvenus sur ce double plateau de la radio et de la télévision centrafricaine, vous et votre délégation. Évidemment, l'émission La parole au gouvernement est initiée par monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, j'ai cité monsieur Maxime Balalou, sous la haute impulsion de monsieur le Président de la République. Et donc, cette même émission est coordonnée et supervisée par les chargés d'émission, à savoir monsieur Tita Samba Solé et son homologue Dieudonné Mbokoli Siokuba. Monsieur le ministre, sur ce double plateau de télé et radio Centrafrique, nous sommes donc trois à vous interroger. Il s'agit de madame Majorine Gongo, journaliste présentatrice à la télévision centrafricaine. Et moi-même, je me cache sous l'identité de Bienvenue Bissayo, directeur général de Télé Centrafrique, co-animateur de cette émission. Éloi Belongo, comme vous le savez, précédemment directeur général de la presse présidentielle, mais dorénavant journaliste à Télé et Centrafrique. Nous sommes là pour vous servir, monsieur le ministre. Nous allons donc vous donner l'opportunité de vous présenter tant soit peu, histoire de permettre à ceux qui vous regardent maintenant et ceux qui vous écoutent et qui parfois connaissent votre voix, mais qui ne savent pas qui exactement est monsieur le ministre en charge du ministère de la Santé publique. Voilà, donc vous allez vous présenter. Merci beaucoup à vous tous. La liste serait longue si je me mettais à citer les noms. Mais merci pour les organisateurs, à travers mon collègue et ami, monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Balalou. Merci pour l'opportunité qui m'est donnée de faire le point sur la situation de la santé, sur l'état de santé de la population, suite à la déclaration de la nation du chef de l'État. Qui suis-je? Je suis docteur Pierre Somsé, je suis centrafricain et expert en santé publique, avec une longue expérience au niveau national et international. Et donc j'ai été nommé à ce poste de ministre de la Santé en 2017, septembre 2017, date à laquelle le président de la République, chef de l'État, le professeur Fossard Touadéra, disons, m'a fait confiance pour donc gérer le portefeuille de la santé. Donc c'est donc depuis septembre 2017 que je suis ministre de la Santé et de la Population. Je suis un généraliste à la base, homme de santé publique, avec comme domaine de concentration la gestion des grandes endémies. Et j'ai aussi une orientation communautaire. Voilà ce que je peux vous dire brièvement sur ma personne. Ok, ceci étant dit, nous allons donc passer à l'extrait qui a donc été choisi pour illustrer le discours du chef de l'État qu'il a prononcé devant la représentation nationale le 28 décembre dernier. Extrait. Le nombre de médecins exerçant dans les provinces et zones rurales reculées est passé de 204 en 2016 à 419 en 2024. Aujourd'hui, chaque sous-préfecture est dotée d'au moins un médecin. Dans le cadre de la revitalisation des soins de santé primaire et de la mise en œuvre de la politique d'engagement communautaire, 3 946 agents de santé communautaire, incluant les matrones accoucheuses, ont été formés et engagés avec la collaboration des autorités administratives, des leaders communautaires et des communautés de villages ou de quartiers. Cette stratégie vise à assurer le dépistage et la prise en charge précoce des maladies, l'amélioration des conditions d'accouchement et de prise en charge des femmes enceintes, des enfants de 0 à 5 ans et des nouveau-nés,
Par ailleurs, 85 ambulances ont été déployées par le gouvernement dans les hôpitaux et centres de santé contre 15 en 2016. Le nombre de personnes vivant avec le VIH mis sous traitement ARV est en augmentation constante, passant de 36 499 en 2017 à 63 560 en 2023 et à 66 219 pour le premier trimestre 2024. Les avancées dans la lutte contre le paludisme sont marquées par l'introduction du vaccin contre le paludisme. En outre, le nombre de moustiquaires imprégnés d'insecticides est passé de 887 477 moustiquaires distribués en 2018 à 8 600 000 en 2024. Selon les données du Système national d'information sanitaire, la létalité intra-hospitalière liée au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans a connu une baisse considérable, passant de 41% en 2020 à 27% en 2023. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction ici, donc quand nous avons écouté le chef de l'État, il a parlé du nombre de médecins qui ont été formés et un médecin par préfecture, à peu près si je ne me trompe pas, oui, par sous-préfecture. Ça veut dire que la couverture est quasiment totale. Mais qu'en est-il, monsieur le ministre, de l'équipement et des autres personnels qui travaillent dans ces FOSA, hein, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous en parler? Et pourquoi pas aussi revenir un peu sur les impulsions présidentielles, les 10 impulsions présidentielles en matière de la santé? Mais la solution à ce problème, c'est la décision prise par le président de la République de décentraliser la formation du personnel paramédical en créant des écoles régionales qui sont actuellement en construction. En principe, la construction, l'achèvement de cette construction est prévu pour fin avril. Et la mise en service de ces écoles, la mise en fonction de ces écoles, est prévue pour octobre prochain. Donc à partir d'octobre prochain, dans la plupart de nos régions, sinon toutes les régions, nous allons commencer à former des sages-femmes, des infirmiers et des infirmières, afin d'accélérer la mise à disposition du personnel, mais surtout d'assurer l'équité dans la répartition du personnel. Donc voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. En ce qui concerne les 10 domaines d'impulsion, j'ai eu l'occasion de vous rappeler. Le premier domaine d'impulsion, c'est de rapprocher les services de santé de la population. L'OMS demande que les populations soient à moins de 5 km de chaque formation sanitaire. Lorsqu'on fait le point dans notre pays, la proportion des populations qui sont à moins de 5 km ne dépasse pas 50% en moyenne. Donc on a encore 50% de la population qui sont en dehors de 5 km. Et ceci constitue un facteur limitant extrêmement important. Et donc c'est pour parer à tout cela qu'on a mis en place la politique. Le président de la République a adopté la politique d'engagement communautaire avec le recrutement des agents de santé communautaire. Nous avons également engagé des matrones accoucheuses qui sont dans le village, qui sont celles qui accouchent les femmes, finalement, sont celles qui sont les docteurs là-bas. Donc nous avons décidé de les former, moderniser leur pratique. Et nous en sommes aujourd'hui au total à 6 000 agents de santé communautaire formés pour l'année 2020. Et je reviendrai là-dessus parce que nous avons déjà commencé à avoir un impact extraordinaire suite à la mise en place de ces agents de santé communautaire. Nous prévoyons d'en avoir d'ici fin 2025, d'en avoir 10 000 sur l'étendue du pays. Ce qui permet de combler cet écart. Si les populations ne peuvent pas aller pour certains soins de base
formation sanitaire, il y a des agents de santé communautaire qui vont vers eux, ce qui permet de réduire les retards, par exemple à l'utilisation des services de santé, de faciliter le dépistage précoce des maladies qui aujourd'hui, eh bien, explosent, comme la tuberculose. Le deuxième domaine d'évolution est la mise en place des médicaments essentiels, des médicaments de haute qualité dans toutes nos formations sanitaires. Un progrès important a été fait dans ce sens. Parce qu'en 2016, la plupart de nos formations sanitaires n'avaient pas de médicaments. Les médicaments qui donc servaient dans ces formations sanitaires proviennent des humanitaires. Et ce n'est pas constant. Parce que les humanitaires, ils sont des itinérants, ils sont là. La quantité est limitée. Oui, 6 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, c'est l'approvisionnement des formations sanitaires qui sont d'ailleurs, qui est d'ailleurs fait sur une base sélective, puisque les humanitaires choisissent là où ils vont. Et là où ils se sentent bien. Là où il y a les crises, là où ils sont à l'aise. Donc, ce n'est pas universel. Mais nous pouvons dire que depuis 2016, des progrès importants ont été faits dans la mise à disposition des médicaments. Et de ce fait-là, toutes les formations sanitaires du pays ont reçu, au total, en moyenne, 57 kg 440, soit un volume de 4 millions de mètres cubes de médicaments chaque année. Dans le cadre de l'appui au gouvernement par la plupart des partenaires qui nous servent, qui nous appuient, notamment le Fonds mondial, la Banque mondiale. Et donc chaque année, on a un approvisionnement de 896 tonnes de médicaments. Donc c'est un progrès important et qui a permis de mettre en place la politique de la gratuité ciblée pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants de 0 à 5 ans et les femmes victimes de violences sexuelles. Les progrès restent encore à faire, puisque cela ne garantit pas un approvisionnement continu. On a encore des ruptures de stock. Le troisième domaine d'impulsion, c'est la lutte contre les principales endémies, les épidémies et la vaccination des enfants contre les maladies évitables par le vaccin. Tout ça, comme vous le savez, ça a été le principal lot de notre action. Ces dernières années, avec la succession des grandes épidémies comme le Covid, le Mpox, la dengue et aujourd'hui la fièvre de la vallée de Rift qui a fait son éruption lors à Gangai. Et nous sommes menacés tous les jours par des épidémies qui apparaissent dans les pays voisins, des fièvres hémorragiques. Nous sommes menacés tous les jours par le risque d'Ebola, parce que nous sommes dans une zone forestière et donc l'épicentre est à RDC, notre pays voisin. En matière de vaccination, beaucoup d'efforts ont été faits. Le président de la République l'a mentionné dans son discours pour le vaccin, qu'on appelle le vaccin traceur. C'est un peu de repère, c'est à partir de ce vaccin qu'on peut apprécier la qualité de la couverture vaccinale et la portée de la couverture vaccinale. En 2016, on était à environ 45% de ce vaccin. C'est le DTC3, qui est le vaccin un peu repère. À 47%, on est passé aujourd'hui à 84, 87%. Dans certaines régions, on est à 95%. C'est pour cela que le président de la République a été nommé champion. Par le vaccin. Et grâce à cet effort, nous avons, comme les autres pays de l'Afrique, qui sont pourtant en paix, qui étant en crise, nous avons éradiqué la polio. Nous avons été parmi les pays admis à l'éradication de la poliomyélite sauvage.
2020. Et nous avons également, au même titre que la plupart des pays, atteint les normes de l'Union africaine en termes de couverture vaccinale par la vaccination contre la pandémie à Covid-19, qui est de moins 70% de personnes éligibles vaccinées. Le troisième, le quatrième d'inclusion, le quatrième, le cinquième, le sixième sont les trois maladies tueurs que nous connaissons. Le paludisme, le VIH, le sida et la tuberculose. Pour le paludisme, aujourd'hui, le dépistage précoce du palud et le traitement est universel. Et l'essentiel de ce que font les agents de santé communautaire aujourd'hui, c'est d'aller dépister précocement le palud, de faire des tests rapides auprès des populations en allant de porte en porte et de donner les médicaments à ceux qui ont le test spécifique. Et cela a commencé à donner beaucoup d'impact. Il y a même des témoignages de la population. Voilà, on vient d'introduire la vaccination contre le paludisme de toute l'étendue du territoire. C'est une campagne qui a démarré, comme vous le savez. Donc il faut attendre un peu pour en mesurer l'impact, parce qu'il faut plusieurs doses. Et nous avons la tuberculose, qui est un très grand défi, et pour lequel des produits importants ont été réalisés en termes de qualité de formation. Mais nous devons faire encore des progrès de dépistage. Et grâce à ces stratégies communautaires, nous allons pouvoir dépister précocement les cas. Parce que l'un des rôles de ces agents de santé communautaire, c'est de dépister tous ceux qui toussent et de les référer aux formations sanitaires. Mais nous devrions, en plus des dépistages actifs que nous allons organiser avec des équipes, nous devrions, d'ici la fin de l'année, sinon la fin de l'année 2026, nous devrions pouvoir dépister la plupart des cas de tuberculose et les femmes enfants. Puis nous avons le septième domaine d'inclusion qui est l'éducation de la jeune fille. Vous me demander pourquoi l'éducation de la jeune fille en plein domaine d'infection sur la santé. L'éducation de la jeune fille tient compte du fait que la situation, le statut de la femme est un déterminant majeur dans la santé de la population et surtout la santé des femmes. Un déterminant de la mortalité maternelle et infantile. Notre pays est parmi les 3 ou 4 pays du monde où le taux de mortalité maternelle est le plus élevé. Nous étions en 2017-2018 à 882 décès pour 100 000 naissances. Et aujourd'hui, on évolue, on commence avec le problème, mais ce n'est pas encore significatif. Et l'un des facteurs importants de mortalité maternelle est le niveau d'éducation, le niveau d'instruction de la femme. Il a été prouvé que les femmes qui n'ont pas passé le seuil de l'éducation primaire, ces femmes-là ont plus de chances de mourir. D'où cette domaine de l'éducation. Vous voyez que cela matérialise l'aspect du sectoriel. En quelque sorte, la santé préventive. Préventive, oui, la santé préventive, c'est vrai. Mais en même temps, le fait que ces femmes doivent faire l'objet, ces jeunes filles doivent également faire l'objet d'attention particulière. Elles sont également des actrices importantes de la santé dans leur communauté. Le 8e domaine d'inclusion porte sur l'assainissement, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'eau saine. Ici, on a c'est un domaine, certainement, tout cela constitue, c'est le domaine d'inclusion qui constitue l'un des grands produits de notre système de santé. Et c'est le domaine le plus multisectoriel parce que l'accès à l'eau ne dépend pas, l'accès à la santé, l'accès à la nutrition,
Un domaine transversal. Transversal. Pourquoi il faut apprécier, par exemple, l'initiative anti-Covid. Et là, beaucoup de choses sont faites, on pourra revenir là-dessus, mais en fait, c'est le cœur de nos efforts pour le moment. C'est le cœur de nos efforts. Par exemple, parmi toutes les initiatives, les progrès qui ont été faits en matière d'infrastructure, il y a eu 76 nouvelles maternités qui ont été construites. Et la construction de ces écoles régionales vise également la mise à disposition de personnel qualifié et rapidement, de telle sorte que ce personnel soit un personnel culturellement approprié, en formant nos cadres dans leur région. Donc on met à disposition de la population des cadres qui sont plus proches de la population sur le plan à la fois culturel, sur le plan effectivement sur le plan humain, sur le plan humain, et cela va corriger énormément les limitations actuelles en matière de formation. Oui, monsieur le ministre, nous avons... Le dixième domaine d'impulsion, c'est la sécurité routière. Et donc, bien sûr, ça c'est un domaine multisectoriel pour lequel nous sommes en train d'engager un effort très large qui dépasse le secteur de la santé, notamment avec le ministère, en collaboration avec le ministère du Transport, à travers l'OMS, on va avoir une stratégie de sécurité routière. Mais en attendant, la sécurité routière concerne, dans le domaine de la santé, les conditions d'évacuation des malades, et particulièrement des femmes enceintes. Vous savez que il y a quelques années, certainement en 2016, beaucoup de femmes ont été évacuées en moto. Même si maintenant il y a encore des femmes qui sont évacuées en moto, mais ces femmes-là arrivent soit mortes, soit sans fœtus vivant. Et un effort important dans ce sens-là a été fait par le président de la République, qui a porté le nombre d'ambulances dans le pays de 15 en 2016 à 85 en fin 2024. Et d'autres dotations d'ambulances sont attendues. Donc voilà pour ce qui concerne, et ceci c'est sommaire, c'est un aperçu très sommaire des actions concernant les 10 domaines d'impulsion présidentielle, la situation des 10 domaines d'impulsion présidentielle et les réalisations qui ont été faites par rapport à ces 10 domaines d'impulsion présidentielle. Oui, monsieur le ministre, je crois que vous avez ratissé large avec ces 10 impulsions, parce que apparemment, lorsqu'on vous écoute et qu'on entend, on essaie de se matérialiser quelque peu des idées par rapport aux efforts qui ont été faits. Mais mon collègue a une question également à vous poser. D'entrée de jeu, monsieur le ministre, nous vous remercions d'avoir éclairé la lanterne de nos compatriotes sur les progrès notables enregistrés au sein du département dont vous avez la charge, en ce qui concerne notamment le projet visant les 10 programmes d'impulsion présidentielle visant à améliorer les conditions de santé de nos compatriotes. Je vais aborder avec vous la question de plateau technique qui se pose encore avec acuité. Depuis notre indépendance, force est de constater avec beaucoup d'amertume que les plateaux techniques ne sont pas au niveau souhaité par les médecins et les professionnels de la santé, qui se plaignent pour la simple raison qu'il y a absence des équipements adéquats pour leur permettre de limiter les évacuations sanitaires à l'étranger. Alors, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les résolutions prises au sein du gouvernement à travers, par l'entremise du département dont vous avez la charge, pour essayer de donner des réponses appropriées à ces carences? Merci beaucoup. C'est une question cruciale. C'est une question cruciale, mais qui porte sur un domaine très sensible et très complexe. La question du plateau technique préoccupe au plus haut point le président de la République, chef de l'État. Et l'approche de cette question a été graduelle. On a fonctionné, on a travaillé, comme vous l'avez constaté, en 2 phases concomitantes. La première phase, c'est de parer au plus pressé. C'est de parer aux urgences.
et d'adopter des solutions à haut impact et faciles à mettre en œuvre. Et ces solutions sont celles qui engagent les communautés directement, puisque les premières solutions aux problèmes de santé se trouvent au niveau des individus et des communautés. Dans le système de santé, on considère qu'il y a 4 grands déterminants de la santé et du bien-être. Le premier déterminant est le comportement humain. Ce déterminant a un poids de 40% dans notre chance de disposer d'une bonne santé et de jouir du bien-être. 40% de notre chance vient de nous-mêmes, vient de notre famille, de notre contexte communautaire, culturel. Et donc, notre priorité est d'abord d'engager ce niveau. Et deuxième facteur, c'est le milieu physique, l'environnement physique. Vous avez vu, la plupart des épidémies qui nous viennent de notre environnement physique. Les forêts, l'eau, les maladies hémorragiques. Il fallait aussi que nous puissions prendre les dispositions vis-à-vis des épidémies que nous ne pouvons pas prédire, puisque certaines sont liées à notre condition de vie quotidienne. Comme je le dis toujours, les forêts et les champs sont nos supermarchés. C'est le supermarché de la plupart des Centrafricains. C'est là-bas qu'on va chercher la viande de singe, machin, tout voilà, ça. Qu'on va tout chercher tout cela. Et donc, le fait de viennent avec cette situation, mais les risques qui sont liés à cette symbiose avec le milieu naturel. Donc, il fallait que nous puissions nous organiser pour faire face aux risques qui sont liés à notre environnement. Le troisième, c'est les conditions socio-économiques. Les conditions socio-économiques, c'est la pauvreté. C'est en situation de crise, c'est difficile. Nous avons mis en place un système de santé à l'époque qui est basé sur le recouvrement de coûts, la participation communautaire. Ce dispositif a été en quelque sorte annihilé par les crises, dû à la paupérisation de la population. Et donc de ce fait-là, on a constaté que nos enquêtes ont montré que l'accès à la santé est devenu très cher pour la population. Aujourd'hui, la santé appauvrit la population. Elle appauvrit la population, elle appauvrit l'État, pour le dire. Selon les normes de l'OMS, on a ce qu'on appelle le financement de la santé de la part, disons, basé sur le paiement direct par la population à partir du porte-monnaie, du portefeuille des individus et des ménages, représente presque 50% des dépenses pour la santé. Ce taux est supérieur de moitié à la moyenne au plafond fixé par l'OMS, qui est de 25%. Au-delà de 25% de frais directs payés par la population, la santé devient une source d'appauvrissement. Pour l'État. Pour tout le monde. Mais quand on dit l'État, c'est... Oui, c'est la population et tout le monde. Et donc, effectivement, sans vous couper, monsieur le ministre, je crois que la question qui va suivre maintenant va aller dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, et c'est notre consoeur qui va vous la poser. Oui, mais je vais parler, je vais répondre. J'ai fait ce long développement pour vous situer dans le contexte. Effectivement. Tout à fait. Mais et le dernier déterminant. Elle va continuer avec la question. D'abord, le dernier déterminant, c'est le système de soins. Le système de soins représente 10%. 10% du déterminant de notre santé et de bien-être.
Alors vous comprenez que, et vous avez mentionné la prévention. Oui, oui. Pourquoi le président de la République met l'accent sur la prévention? Si nous pouvons assurer les 40% qui est la fondation de la santé, cela va avoir un effet sur Les autres. Et le système de soins amènera un appoint. Ce qui veut dire, sans minimiser le plateau technique, ça veut dire qu'on peut avoir un plateau technique sophistiqué si les autres déterminants, et surtout le déterminant, le premier, n'est pas assuré, ces plateaux techniques ne serviront à rien. Je donne l'exemple extrême du Covid. Vous avez vu pendant la pandémie à Covid-19, les pays qui avaient les meilleurs plateaux techniques sont ceux qui ont perdu Beaucoup plus le plus d'âmes. Tandis que nous qui avions les plateaux techniques les plus médiocres, même un plateau technique inexistant, c'est nous qui avons eu le moins de décès, dû à la dimension communautaire. C'est un exploit. Dû à la dimension communautaire. Donc, sans minimiser la question de du plateau technique, comme je le disais, nous avons mis l'accent sur l'aspect communautaire, justement, créer, jeter les fondations de santé. Pendant que nous construisons, nous bâtissons un système de soins qui est moderne, qui répond bien sûr. Alors où est-ce qu'on en est? Vous savez, quand vous parlez de plateau technique, cela nécessite une combinaison d'au moins deux acteurs, deux Facteur. oui, deux facteurs. Il y a un facteur humain, c'est-à-dire il faut des spécialistes, il faut des médecins, il faut des spécialistes. Et il y a un facteur matériel, logistique, c'est les équipements, etc. Dans ce domaine, beaucoup de progrès ont été faits. Vous le savez, beaucoup de progrès ont été faits. On a, le président de la République l'a répété, on a, au niveau central, on a des structures spécialisées qui ont été construites, par exemple le centre d'hémodialyse, le centre d'imagerie, les principaux hôpitaux qui ont été construits. Au niveau de nos hôpitaux, des progrès ont été faits. Vous avez vu que l'hôpital communautaire notamment a été réhabilité en coopération avec MSF au niveau de la gynécologie, la médecine également. Et nous avons au niveau des provinces, dans le cadre du projet CENI et du financement du Fonds mondial, nos hôpitaux, si vous allez aujourd'hui dans la plupart de nos hôpitaux régionaux et de district, ils ont reçu des équipements. Ils ont des échographes. Et la plupart des hôpitaux régionaux ont maintenant une radio. Et ce travail continue. Ce travail continue. Mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Nous sommes en train de développer, et cela va être finalisé d'ici la fin de ce mois, ou fin mars au plus tard, des normes de qualité. Des normes de qualité. Et ces normes de qualité comportent les normes en infrastructure. Quel type de bâtiment? Parce que le plateau technique, c'est aussi, aujourd'hui, on doit avoir des bâtiments qui répondent aux normes nouvelles, qui répondent aux exigences de technologies nouvelles. Les architectures. L'architecture, par exemple. Et qui répondent aussi au changement climatique. Les normes en équipement. Aujourd'hui, les équipements sont digitalisés. L'un des problèmes qui existe, qu'on a des problèmes, vous avez dû apprendre qu'à un moment donné, le scanner ne fonctionnait plus. Mais on ne peut plus. Il y a des équipements de rechange qu'on n'a plus. Par exemple, on avait besoin d'onduleurs. À cause de nos coupures d'électricité, les onduleurs qu'on avait été détruits. Après des recherches, de longs mois de recherche, on nous dit que c'est au Vietnam qu'on peut trouver les onduleurs. On ne trouve plus ce type d'onduleurs. En Asie, là-bas. Pour des matériels, pour des équipements qui nous ont été livrés ici en 2018, là, 2019. Assez récemment. Oui. Et là, on est en train on est face à un défi énorme. Donc, il faut des normes d'équipement. Lorsqu'on commande les équipements, on doit s'assurer que on va les entretenir et on doit déterminer un rythme de renouvellement. La durée de vie. De durée de vie. Parce que même si ces équipements pouvaient vivre plus longtemps, à un moment donné, le marché ne pourra plus garantir leur entretien. Voilà le défi qu'on a aujourd'hui. L'obsolescence programmée. Voilà. Et les normes en ressources humaines. Aujourd'hui,
on a fait beaucoup de progrès en termes de spécialistes. On a 43 spécialistes, donc 15 pédiatres, 10 gynécologues, 5 biologistes, 5 chirurgiens, 1 neurologue. On a même un neurochirurgien. Hein. Et ça, c'est des spécialistes formés ici. Par contre, on a quand même un grand nombre de spécialistes. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Je pourrais donner je vous redonnerai le... Et non seulement cela, mais c'est des efforts qui ont été consentis, et des efforts qui sont allés très loin pour que le peuple centrafricain puisse vivre dans un environnement parfait, et surtout avec l'appui que le ministère peut apporter pour leur santé. Mais la question qui sape également tous ces progrès qui ont été emmagasinés et effectués par votre département est ce qu'on pourrait qualifier de carie dentaire. C'est la question pour laquelle j'ai insisté. Madame, posez votre question. Et comme vous venez de dire, monsieur le ministre, vous venez de dire que l'accès à la santé est devenu cher. Pour cela, le secteur de la santé n'échappe pas à la corruption. Cette situation devient de plus en plus endémique. Plusieurs cas sont relevés sur les ventes de médicaments, les interventions chirurgicales, je voulais dire, etc. Quelles sont les mesures qu'avez-vous prises pour combattre farouchement la corruption en milieu hospitalier? Bon, ça c'est une grosse question. Ça c'est l'un de nos principaux défis qui est très bien connu. Hein, que le système de santé est gangréné par justement la fraude, la corruption morale. Il y a une véritable dérive morale et éthique qui reflète l'environnement. Je le dis, la crise, disons, a eu aussi, entre autres conséquences, la dépravation des mœurs, hein, en quelque sorte la suppression même, je voulais dire, l'annihilation du civisme, et même au point de déshumaniser. Et cela aujourd'hui a envahi, ce fléau a envahi notre système de santé. Et ça c'est en 2020 je crois. Politique qui est actuellement en train d'être mise en œuvre. Une campagne de formation qui va démarrer cette année, après avoir élaboré les modules, une sensibilisation générale, une campagne systématique de formation, couplée à la campagne de changement de mentalité lancée par le chef de l'État, qui va se faire au sein du personnel de santé. Et il est mis en œuvre également, concomitamment, des mesures, des mesures de supervision, de surveillance, des pratiques du personnel de santé particulièrement, et des contrevenants aux règles administratives ou éthiques sont sanctionnés. Alors c'est un problème profond. Un problème profond, c'est une question, une crise sociétale qui nécessite l'engagement de tous. Vous voyez? Et cela se traduit dans nos hôpitaux par beaucoup de choses. Les arnaques. On a des services qui introduisent le recouvrement, la politique de recouvrement de coûts n'est pas pratiquée correctement. À titre individuel et personnel. À titre individuel et personnel. Personnel, le plus souvent, ils empochent. Un travail que nous avons fait à l'hôpital de Berberati, que je suis de très près, étant ministre résident, a trouvé que cet hôpital pouvait générer 22 millions par mois à travers les frais de service, tout en prenant en charge les indigents.
à un moment donné, c'est en 2019, cet hôpital ne recouvrait que 5 millions par mois. Vous voyez l'écart. L'écart. Le déficit financier. Les 17 millions. Vous voyez l'écart. Mais lorsque nous avons commencé à prendre des mesures pour sanctionner, ben on s'est heurté à un soulèvement de la part de nos collègues personnels de santé. Certains des grèves que vous observez sont liés à ça. Et tu profites de ça? Oui, parce qu'ils considèrent que c'est normal. Et comme on est dans un contexte politique où il n'y a plus de repères moraux, éthiques, presque plus, alors ces gens-là, ils trouvent des oreilles quelque part. C'est pour ça que de temps en temps, vous avez ces manifestations, mais je pense que la situation s'améliore progressivement. On y arrive et nous avons prévu un dialogue de haut niveau sur les ressources humaines cette année. Avec l'appui de l'OMS, nous sommes en train d'élaborer un dossier d'investissement dans les ressources humaines. Et le processus d'élaboration et de validation de ce dossier d'investissement sera émaillé par un dialogue politique sur les ressources humaines. Et on est appuyé en cela par l'Organisation mondiale de la santé et beaucoup d'autres partenaires. Donc une solution va être trouvée. Une solution sera trouvée nécessairement. On n'a pas de choix. Monsieur le ministre, nous vous rassurons que ce n'est pas simplement dans le domaine santé qu'on observe cela, ça touche pratiquement toute la République. Nous voulons simplement dire que nous sommes arrivés quasiment aux questions d'aujourd'hui, mais nous vous remercions d'avoir accepté d'abandonner votre lourde charge d'accompagner de tous les cadres qui vous accompagnent ici pour répondre à ces quelques questions, même si nous n'avions pas été tout à fait tendres avec vous à certains moments du déroulement de cette émission. Pour nos amis qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, nous disons que nous sommes trois à poser la question à Monsieur le ministre. Il s'agit de mes collègues qui sont là sur le plateau. Marjorie Ngongo, journaliste présentatrice à la télévision centrafricaine. Merci. Et moi-même, bienvenue Bissayo, journaliste, présentateur et producteur à la télé Centrafrique, directeur général. Monsieur le ministre, nous sommes restés sur notre soif, compte tenu du temps qui nous est imparti, mais en langue nationale, nous allons revenir sur d'autres questions que nous n'avons pas pu aborder. Je suis disposé à revenir. Oui, monsieur le ministre, c'est pour cela que nous allons marquer tout de suite une pause et nous aborderons ces questions qui ont été laissées dans la seconde partie en langue nationale. Nous vous remercions.